C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé également sur les ondes des radios juives parisiennes. Il faut bien l'avouer, cela faisait bien longtemps que les manchettes des quotidiens israéliens n'avaient pas été aussi franchement optimistes. Un optimisme qui nous vient bien entendu de Dubaï, avec ses tours géantes, en particulier la plus haute tour du monde, Burj Khalifa, qui semble impatiente de voir arriver des touristes, des centaines, des milliers de touristes israéliens et les voir grimper les centaines d'étages donc de cette tour tout à fait exceptionnelle. Le Yediot Ahronoth de ce matin nous livre donc le témoignage de son envoyé spécial, Yaniv Khalili, qui est arrivé à Dubaï et qui relate sa première rencontre. Vous êtes d'Israël, lui a demandé un des habitants de Dubaï. Ahlan, welcome, bienvenue à Dubaï. Lui a donc dit cet interlocuteur, et le quotidien nous montre Khalili avec son nouvel ami des Émirats, vendeur du marché des épices de Dubaï, qui lui a demandé quand il pourra se rendre à la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem, et qui lui a également dit: nous, à Dubaï, nous sommes les Israéliens du Golfe Persique. Tout cela promet. Khalili relate dans son reportage l'enthousiasme qui règne dans les rues de Dubaï face à l'annonce de l'instauration de relations diplomatiques et de normalisation entre Israël et les Émirats. Et il évoque également la colère des Palestiniens. Des habitants de Dubaï, les Dubaïotes, envers les Palestiniens. Les Palestiniens entraînent le monde arabe vers le bas, affirment ses habitants. Et puis la phrase pleine de bon sens d'Ali, un habitant de l'Émirat: pendant de longues années, vous avez cru, vous, Israéliens, que la paix commençait par les Palestiniens. Aujourd'hui, vous comprenez que la paix commence ici. Shalom Dubaï, Salam Tel Aviv, titre le Yediot Ahronoth sur ses pages 2 et 3. Le Israël Hayom lui parle de l'émotion dans les Émirats Arabes Unis. Le quotidien lui a dépêché sur place à Dubaï Eldad Bek, son correspondant en Europe, qui titre: les Émirats sont émus. Nous attendions avec impatience ce jour-là. Et Eldad Bek de parler de nouveau Moyen-Orient, fini les expressions de haine, voici venue l'ère de la curiosité, de l'ouverture envers les visiteurs israéliens. À Abu Dhabi et à Dubaï, les deux principaux Émirats, on affirme: cet accord prouve qu'Israël veut élargir ses relations avec le monde arabe. Eldad Bek écrit que cette amélioration est due à deux ennemis communs, l'Iran et le coronavirus. Et il cite de hauts fonctionnaires qu'il a rencontrés qui se félicitent ouvertement de cet accord historique. Et justement, le Maariv, lui, nous informe dans la page d'ouverture de son site de la conclusion d'un premier accord entre deux sociétés, l'une d'Abu Dhabi, l'autre d'Israël, dans le domaine de la lutte commune contre le Covid-19. Quant au Haaretz, il nous montre en illustration la photo de la façade de la mairie de Tel Aviv qui a été éclairée jeudi soir aux couleurs du drapeau des Émirats Arabes Unis, et il affirme étroit contact afin de rajouter le Bahreïn et le Sultanat d'Oman à la liste des pays arabes qui nouent des relations officielles avec l'État d'Israël. Parmi les incontournables dans la presse israélienne de ce matin, un portrait rapide de l'artisan de cet accord, le prince héritier des Émirats, Mohammed Ben Zayed El Nahyan. Il a 59 ans et il est en fait le prince héritier d'Abu Dhabi et le vice-commandant en chef des forces des Émirats. Un détail qui peut avoir son importance: il a fait ses études au Maroc avec l'actuel roi Mohamed VI. Importante car le Maroc pourrait également être l'un des pays qui accepterait de signer un accord de normalisation avec Israël. Le Yediot Ahronoth, lui, va même un petit pas plus loin et il affirme que l'objectif d'Israël est d'instaurer avant tout des relations diplomatiques pleines et entières avec l'Arabie saoudite. Et en marge, les quotidiens se font l'écho de la colère non seulement des Palestiniens, mais également des habitants juifs de Judée et de Samarie, de leurs leaders qui ont compris que l'accord signé avec les Émirats avait renvoyé au calendrier grec leur espoir d'une souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et sur une partie de la Judée-Samarie. En effet, le Yediot Ahronoth cite une déclaration du président Trump qui a affirmé hier que le dossier de l'annexion n'était plus du tout à l'ordre du jour, mais qui a aussi offert une sorte de lot de consolation à Israël. Le président américain n'a pas parlé de gel de la construction dans les implantations, ce qui pourrait être un bon point, au moins pour les habitants juifs de Judée et de Samarie. Dans le Israël Hayom, un haut fonctionnaire à la Maison-Blanche affirme que la démarche d'annexion est suspendue, mais pas annulée. Dans le Israël Hayom, Boaz Bismuth parle dans un éditorial très long de cet accord qui modifie les règles du jeu au Moyen-Orient et envoie un message clair à l'Iran. Imaginez, écrit Bismuth, la teneur du message envoyé à des pays comme l'Iran, le Qatar, la Syrie, la Turquie qui soutient les frères musulmans ou même au Hezbollah. Imaginez comment un tel accord peut avoir de répercussions régionales, sans parler de l'aspect économique d'un accord conclu avec un pays qui possède
possède d'immenses réserves de pétrole, écrit Boaz Bismuth, visiblement très satisfait. Même son de cloche dans l'éditorial de Sever Plutsker, le rédacteur en chef économique du Yediot. Si le potentiel renfermé dans les accords de normalisation devait se concrétiser, l'économie israélienne verra s'ouvrir devant elle des opportunités incroyables et la vision de Shimon Peres d'un Israël pleinement intégré dans le Moyen-Orient pourra enfin se concrétiser. Revenons au Israël Hayom avec l'éditorial d'Odette Granotte qui déplore la décision des Palestiniens de s'opposer à cet accord et de rappeler leur ambassadeur dans les Émirats. Cet accord offrait aux Palestiniens l'opportunité de cesser de se retrancher dans une politique de rejet et parce qu'il permet de facto de geler la démarche d'annexion à laquelle pourtant les Palestiniens donc se sont opposés. Dans son éditorial central, le Haaretz montre une fois n'est pas coutume relativement élogieux envers le Premier ministre Netanyahou. C'est un succès dont il ne faut pas minimiser l'importance, écrit le Haaretz ce matin, avant d'affirmer que désormais, il faut se tourner vers les Palestiniens avec l'intention de parvenir à conclure avec eux un accord de paix. Fin de citation. Et dans ces pages d'espoir et même d'allégresse, un bémol, la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de ne pas prolonger l'embargo sur les armes iraniennes comme le réclamaient les Américains, la Chine et la Russie s'y sont opposés. 11 pays du Conseil se sont abstenus, dont la France et la Grande-Bretagne, et seulement les États-Unis et la République dominicaine ont voté contre la levée de cet embargo qui avait été imposé il y a 13 ans. Le Premier ministre israélien s'en est pris au Conseil de sécurité de l'ONU il a qualifié ce vote de scandaleux. L'agressivité et le terrorisme iranien menacent la paix du monde et au lieu de s'y opposer, le Conseil de sécurité l'encourage, a déclaré Binyamin Netanyahou. Par contre, en Iran, on a bien entendu célébrer ce vote en soulignant à quel point les États-Unis s'étaient retrouvés isolés dans une telle démarche. L'enthousiasme provoqué en Israël par l'accord de normalisation avec les Émirats pourrait bien avoir déteint sur la classe politique israélienne. En effet, dans un petit encart en première page, le Israël Hayom affirme que le Likoud des Bleus-Blancs serait sur la voie d'un compromis. Le ministre des Finances Israël Katz a même affirmé hier que le danger de quatrièmes élections était passé. En page intérieure, le journal annonce sous la plume de Gidon Allon que l'option privilégiée serait celle d'un accord sur le budget qui serait signé avant le 24 août prochain. Seconde option, le vote en seconde et troisième lecture de la loi de report déposée par le parti Derech Eretz. Les quotidiens israéliens nous montrent ce matin, mais uniquement en page intérieure, des photos des manifestations d'hier soir à Jérusalem et Césarée. Là aussi, il semble que l'effet Émirat ait entraîné une forme de démobilisation partielle ou passagère de ces manifestants, puisque de l'avis général, y compris de l'avis des forces de police, il y avait moins de protestataires hier que la semaine dernière devant la résidence de la rue Balfour. Quelques milliers de manifestants, affirment les quotidiens israéliens de ce matin. Ces journaux reviennent également ce matin de manière plus massive sur la mort d'une grande juriste, la professeure Ruth Gabizon. Les commentateurs rappellent son engagement pour une société israélienne moins clivée, mais également l'opposition farouche de son grand rival, le professeur Aaron Barak, ancien président de la Cour suprême, le grand prêtre du libéralisme et de l'activisme juridique à outrance, qui avait bloqué il y a 15 ans son entrée dans la Cour suprême en prétendant, je le cite, qu'elle avait un agenda, sous-entendu qu'elle avait des orientations politiques, comme si les autres juges nommés grâce au soutien d'Aaron Barak n'en avaient pas. Enfin, pour quasiment clore cette revue de la presse, un mot sur un dossier que l'on a presque failli oublier dans l'euphorie de la normalisation avec les Émirats, celui du Corona. Les journaux annoncent que c'est aujourd'hui que les cieux israéliens vont timidement s'ouvrir pour quelques centaines, voire quelques milliers d'Israéliens qui ont accepté de partir vers la Grèce, la Bulgarie et la Croatie, les 3 pays qui acceptent d'accueillir des Israéliens sans période de quarantaine. Et puis, nous terminerons par un dernier titre incontournable, en particulier pour les amateurs de ballon rond, incontournable dans la presse israélienne, puisqu'il figure également à la une de plusieurs des quotidiens israéliens. On peut parler de la raclée monumentale infligée vendredi soir par le Bayern de Munich au FC Barcelone, 8-2. Voilà pour cette revue de la presse israélienne de ce dimanche matin.